14 juin, journée mondiale du don de sang, une journée hommage aux donneurs de ce précieux liquide. Nous en parlons dans cette édition. La paix de retour à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le ministre de l'Enseignement supérieur et les étudiants fument le calumet de la paix. 7e jour d'hospitalisation pour Nelson Mandela. Son état s'améliore, mais l'homme continue de retenir l'attention. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h30. Bienvenue dans ce journal. Et on commence par ces chiffres. Chaque année dans le monde, plus de 100 millions de poches de sang sont collectées. Et pourtant, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. Alors, une journée de réflexion et un hommage à tous les donneurs de sang. Il s'agit de la Journée mondiale des donneurs de sang, appelée encore Journée mondiale du don de sang, célébrée aujourd'hui, 14 juin. Retour sur cette célébration avec Laetitia Manglé. 4 enfants sur 10 meurent chaque jour en Afrique subsaharienne, faute de sang. 8 millions de poches de sang devraient normalement couvrir les besoins des 48 pays de la région Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, on ne collecte actuellement que 4 millions de poches. La rareté du précieux liquide rouge s'explique par le nombre réduit de donneurs de sang volontaires bénévoles. Cependant, les vendeurs de sang, c'est-à-dire ceux qui exigent une rémunération après avoir donné du sang, on en trouve en grand nombre. Pourtant, une unité de sang gratuitement donnée permet de sauver jusqu'à 3 vies. La Journée mondiale du don de sang est l'occasion de rendre un hommage mérité à ces donneurs bénévoles volontaires et inciter les autres à donner gratuitement pour sauver des vies. De 20 000 poches de sang en 1990, le pays est à 120 000 poches en fin 2012. Néanmoins, la Côte d'Ivoire n'est toujours pas autosuffisante en poches de sang. Le gouvernement s'y attelle. Le gouvernement s'engage à ouvrir dans les mois à venir, en plus de la vingtaine de centres et d'antennes qui existent déjà, 5 nouvelles antennes de Centre national de transfusion sanguine à Bondoukou, Odiéné, Séguéla, Daoukro et Guiglo. Un site de prélèvement situé à Port-Boué et un laboratoire au centre de transfusion sanguine de Yamoussoukro. Être âgé de 18 à 60 ans, peser au moins 50 kg, être en bonne santé, voici les conditions à remplir pour donner gratuitement son sang et sauver des vies. Le donneur bénévole met ainsi à l'abri du manque de sang ses ascendants, ses descendants, son conjoint et lui-même. Journée mondiale du don de sang ou des donneurs de sang, célébration officielle aujourd'hui à San Pedro. Toujours dans le domaine de la santé, cette fois sur la question des déchets produits par les soins de santé. Selon des experts, ils présentent de nombreux risques d'infection pour les agents de santé et pour la population. Comment parvenir à une gestion efficace de ces déchets jugés dangereux? Les experts évoquent de plus en plus l'élaboration d'un code de bonne pratique en la matière. La question était au centre d'un atelier. Les détails avec Michel Digri. La mauvaise gestion des déchets sanitaires expose le personnel soignant, les malades et la communauté à de nombreux risques sanitaires et environnementaux. Malgré cette réalité, les mesures pour la mise en place d'un système de gestion durable des déchets sanitaires restent insuffisantes dans les centres de santé en Côte d'Ivoire. Des experts du secteur réfléchissent sur la validation d'une politique nationale de gestion des déchets sanitaires. En Côte d'Ivoire, nous sommes confrontés à un problème même de destruction des déchets. Voilà pourquoi on a été souvent interpellé sur la présence de déchets non commodes dans les décharges officielles de l'État de Côte d'Ivoire et surtout les déchets sanitaires. Et ce n'est pas bon que ces déchets-là se retrouvent là-bas. Voilà pourquoi pour nous, il est important qu'au niveau du ministère de la Santé, nous puissions avoir une politique qui permette que ces déchets, qui très souvent sont infectieux, dans 70% des cas, ne puissent se retrouver dans les décharges publiques. De sorte qu'on ait uniquement les déchets ménagers ou les déchets assimilés aux déchets ménagers dans ces décharges-là. De sorte que les déchets dits sanitaires ou bien qui sont infectés soient traités localement ou bien par des structures spécialisées en la matière. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 20% des déchets sanitaires sont considérés comme à risque et susceptibles de propager autant de micropathogènes que des produits chimiques dangereux.
En bref, la Côte d'Ivoire vers l'adoption d'une charte d'éthique pour les militaires. Un atelier de validation d'un projet en la matière a refermé ses portes aujourd'hui. Des travaux qui devront à terme proposer un soldat de type nouveau, pétri de civisme et respectueux des règles déontologiques du métier des armes. Ambiance plutôt apaisée ce matin à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le ministre de l'Enseignement supérieur qui s'y est rendu ce matin a été chaleureusement accueilli par les étudiants. La paix est donc de retour entre Cissé Ibrahim Bakongo et les étudiants. Il n'est pas venu les mains vides. Dans ses poches, les clés du local devant abriter le siège des étudiants handicapés. Ami Koulibaly Kanga. Nous avons décidé de semer la paix en milieu estudiantine parce que le cadre universitaire n'est pas fait pour la bagarre ni pour la violence, mais plutôt pour les études. La hache de guerre est enterrée. Les étudiants et leurs tutelles fument le calumet de la paix après l'incident du 13 mai dernier. Une rencontre qui tourne la page des rancœurs et des incompréhensions. La réconciliation intervient à la faveur de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Par ailleurs, Cissé Bakongo a procédé à la remise des clés de la salle multimédia dotée d'une 40aine d'ordinateurs. Une initiative de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une très vieille tradition, notamment de recherche. De grandes choses se sont faites en Côte d'Ivoire. Donc nous retrouvons aujourd'hui le même rythme qu'il y a quelques années. Et il faut poursuivre dans cette voie. C'est la seule voie pour trouver la possibilité de parler aujourd'hui dans le concert des nations. La recherche et le développement. Beaucoup de choses a été fait, mais il en reste encore beaucoup. Nous avons exprimé à nos partenaires français un besoin qui était pour nous un besoin vital pour les universités. La gouvernance, l'amélioration de la gouvernance des universités. Je voudrais donc saisir l'opportunité pour demander à nos responsables des universités de prendre leur travail à bras le corps. Et nous allons les aider à aller vers l'objectif qu'on recherche, à savoir un enseignement supérieur de recherche scientifique qui soit le véritable moteur du développement dans notre pays. En outre, les étudiants handicapés pourront intégrer leur siège pour mener à bien leurs activités. Les clés de ce bâtiment leur ont été remises. L'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants, une préoccupation de la tutelle à qui les responsables de l'université ont fait part de quelques difficultés encore en suspens, notamment l'insuffisance d'ordinateurs dans certaines salles. Direction à présent Sassandra, ce département situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire est en quête de développement. Plusieurs villages de la région manquent d'eau potable et les conditions d'études des élèves laissent à désirer. Alors de grands défis attendent les cadres de cette région. C'est ce que nous rapporte Thomas Guessambi. Voici l'école primaire de Katrokwa, village situé à 30 km de Sassandra, chef-lieu de la région du Boclet. Avec cet état de délabrement avancé, les enfants sont obligés de parcourir des kilomètres pour pouvoir bénéficier du savoir. En plus de cela, l'eau courante n'existe pas. On se débrouille comme on peut avec ce puits. À Niani, qui se trouve à 12 km de Sassandra, c'est la même situation. Ville historique et touristique, Sassandra n'est plus l'ombre que d'elle-même. Et c'est pour pallier tous ces problèmes que les cadres de la région du Boclet sont descendus sur le terrain pour toucher du doigt les difficultés des populations, échanger avec elles et ensemble trouver des solutions. On a besoin de beaucoup de choses, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau potable, on n'a même pas de radio, je crois. Franchement, on est en retard. Et c'est dommage pour la région de Boclet. Notre proximité traduit tant par notre présence pratiquement dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et par le rapprochement que nous faisons auprès des populations, surtout les plus démunies. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons venir traduire une de nos valeurs qui est le développement dans cette région. Plusieurs présents ont été offerts à l'occasion aux populations et rendez-vous a été pris pour la cérémonie d'installation du nouveau conseil régional, instrument de développement. Question de remettre officiellement le cahier de doléances des populations.
7e jour d'hospitalisation pour Nelson Mandela. Selon les autorités sud-africaines, son état s'améliore, mais l'homme continue de retenir l'attention. Un village de journalistes s'est même créé devant la clinique où le héros national est hospitalisé depuis la nuit de vendredi à samedi. Devant la clinique privée où Nelson Mandela est en soins intensifs, s'est formé au fil des jours un véritable village médiatique. Agences internationales, AFP, Reuters, AP, chaînes de télévision, BBC, NBC, ils sont tous là, avec leur quart de régie et leur antenne parabolique. Pour les journalistes et les techniciens, il n'y a rien à faire qu'attendre. Attendre une mauvaise nouvelle ou peut-être que l'on annonce le rétablissement de Madiba. Jeudi, il n'y avait rien à faire que de filmer les entrées et sorties et essayer de décrypter les gestes et les expressions de leur visage. Nous avons vu les petits-enfants, les petits-fils, les petites-filles. On a vu aussi la fille au père de la famille. Mais normalement, on ne sait pas dans quelle voiture ils arrivent parce qu'ils en changent et voyagent ensemble. Outre les journalistes, des visiteurs viennent rendre hommage à l'icône de la lutte anti-apartheid. Une gerbe de fleurs a été déposée par des membres d'un syndicat de fonctionnaires. Dans la matinée, une douzaine d'évêques issus pour la plupart d'églises évangéliques protestantes sont venus prier pour un rapide rétablissement de l'ancien président. Même si on ne peut pas entrer dans la clinique, on sait que nos prières font la différence où qu'il soit dans la chambre pour qu'il puisse être guéri. Le pays a beaucoup besoin de lui, le pays l'aime beaucoup. Des francophones présents font part de leur inquiétude concernant l'état de santé de Nelson Mandela et de leur sort dans l'Afrique du Sud de l'après-Madiba. Nous ne savons pas ce que nous allons devenir si jamais il mourait. Parce que je me rappelle quand il y a eu xénophobie en 2008, c'était assez sérieux. Et c'est Mandela qui s'est levé pour dire à ses frères d'arrêter. Ici, dans cette clinique de Pretoria, il y a surtout un homme aimé de tous, respecté et admiré dans le monde entier, qui mène son dernier combat. En Iran, à noter cette forte affluence pour choisir un nouveau président. Plus de 50 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce vendredi. Ils devaient désigner un successeur à Mahmoud Ahmadinejad. C'est l'un des premiers à glisser son bulletin dans l'urne. Le guide suprême tient à donner l'exemple. Ali Khamenei a demandé aux 50 millions et demi d'électeurs de se mobiliser et de voter pour la bonne personne. Des mots qui sonnent comme un aveu. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme en Iran a estimé que ce scrutin présidentiel n'était pas libre et équitable, tandis que Washington a dénoncé le manque de transparence de l'élection. Pour autant, la participation semblait conséquente vendredi. Les autorités ont annoncé que les bureaux de vote fermeraient plus tard en raison de l'affluence. C'est la première fois que mon ami et moi pouvons voter. Nous attendions depuis longtemps de participer aux élections et d'utiliser notre voix pour l'avenir du pays. Depuis hier, nous étions impatients de voter. Les Iraniens doivent choisir leurs conseils municipaux et surtout un successeur à Mahmoud Ahmadinejad qui ne peut briguer un troisième mandat consécutif. 4 ans après sa réélection contestée, les réformateurs espèrent prendre leur revanche. Ils ont réussi l'union sacrée avec les modérés en se rassemblant derrière Hassan Rouhani, un religieux de 64 ans connu pour avoir dirigé les négociations sur le programme nucléaire iranien. Il prône une politique de souplesse pour réduire l'impact des sanctions sur le pays. Dans tous les cas, c'est une réussite pour nous, quel que soit le vote des électeurs. Je félicite d'avance le vainqueur de ces élections. Face à lui, 3 candidats se détachent dans le camp des conservateurs minés par les divisions. L'ex-chef de la diplomatie, Ali Akbar Velayati, le maire de Téhéran, Mohamed Bagher Kalibaf, et le plus jeune des candidats, Saïd Jalili, qui représente le guide suprême dans les négociations sur le nucléaire, pour lesquelles il refuse toute concession. Et avant de terminer, le président Alassane Ouattara au pays d'Ali Bongo demain samedi. Une visite pour raffermir les liens entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Durant son séjour, le chef de l'État prendra part à la 2e édition du New York Forum Africa. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie des programmes de RTI2.